de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce samedi 15 juin 2019. Passons sans tarder au titre du magazine. En politique, les Nations Unies restent préoccupées par la précarité de la stabilité, de la stabilité politico-sécuritaire au Burundi, et cela à l'approche des élections de 2020. Le ministère de la Santé publique compte vacciner la population de la plaine d'Olimbo contre l'Ebola. Et dans la rubrique Au cœur de la société, nous reviendrons sur la pénurie exacerbée de carburant. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec la présentation Jean-Vianney Nina Hazoué, à la cabine de son Lucie Kabela et Inès Gakidza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue débutons par la page politique. Le retour à la stabilité pour favoriser les élections crédibles préoccupe le plus les commissaires des Nations Unies en charge des questions du Burundi. Ces préoccupations ont été mises en évidence lors des consultations sur le Burundi au Conseil de sécurité ce vendredi. Selon certains intervenants, la situation reste volatile dans le pays. Emile Basumba pour plus de détails. Selon Smaïl Tchergui, le dialogue interburundais reste le seul moyen de restaurer la paix, la sécurité et la réconciliation au Burundi. Le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité a encouragé une mise en place plus rapide de conditions favorables à l'organisation d'une élection libre, transparente et pacifique. Les élections de 2020 ne doivent pas constituer une source supplémentaire de division entre les Burundais, a-t-il précisé. Au cours des consultations au Conseil de sécurité ce vendredi, Smaïl Tchergui a reconnu que le climat politique au Burundi devient de plus en plus délicat au fur et à mesure que l'année des élections approche. Selon Tchergui, l'Union africaine, conjointement avec la communauté est-africaine et en coordination avec les Nations Unies et tous les partenaires concernés, fourniront d'efforts supplémentaires pour accompagner le Burundi dans la recherche d'une paix et d'une stabilité durable. Une piste à explorer à ce titre serait de réactiver le groupe des garants de l'accord d'Arusha, a-t-il proposé. De leur côté, les États-Unis ont déclaré qu'il y a des incidents qui jettent l'ombre sur le processus électoral au Burundi. L'inquiétude partagée notamment par la France, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne. Au nom des États-Unis, Rodney Hunter a appelé à la relance du dialogue inter-burundais. Pour sa part, le représentant du gouvernement burundais a accusé ceux qu'il a appelés des acteurs étrangers qui ramènent cette question de dialogue hors du Burundi de viser la déstabilisation du pays à la veille des élections. Soutenu par la Russie, Albert Shingiro a encore une fois demandé que la question du Burundi ne soit plus traitée au niveau du Conseil de sécurité. Merci à Emile Nivasumba. La distribution des radios de transmission de marque Motorola, généralement utilisée par les corps de défense et de sécurité chez la milice Imbonerakure et les administratifs à la base issus du parti au pouvoir, s'inscrit dans le cadre de la mise en application du plan Pierre Nkurunziza d'exterminer tous ses opposants, indique Bernard Busokoza, ancien vice-président de Pierre Nkurunziza. Une réaction qui intervient après que la population des provinces Bubanza, Ngozi, Kirundo et Cibitoke ait manifesté son inquiétude par rapport à la distribution de ces appareils opérés par le pouvoir CNDD-FDD. Suivez à ce propos le major Bernard Busokoza. Vous savez, si vous avez suivi l'histoire des Imbonerakure, quand ils ont vu le jour, on les a entendus pour la première fois en RDC, après le recrutement, en train de suivre un entraînement militaire. Après, on a assisté à la distribution des armes à ces mêmes Imbonerakure. Aujourd'hui, on en arrive à la phase de distribuer les moyens de communication. On dit que les transmissions sont l'arme du commandement. Aujourd'hui, on arrive à la phase où on distribue les armes du commandement pour passer sans doute à la phase finale
que personnellement j'ignore, mais qui ne doit pas être une phrase heureuse pour le Burundi. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au Burundi, nous avons une armée qui défend les frontières. Nous avons une police de proximité qui va jusque dans les zones, dans les quartiers. Alors pourquoi a-t-on besoin d'avoir une milice pour une raison cachée, pour une utilisation non connue qui risque d'être une utilisation apocalyptique, cataclysmique? Alors, ce que moi je conseillerais aux gens, ces Imbonerakure d'abord, je leur dirais que des missions pareilles finissent toujours très mal. Vous ne pouvez pas vous confier une mission d'exterminer vos frères et l'accepter. Ils doivent la refuser. Ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans le commandement de ce genre de mission devraient démissionner, le refuser, parce que ce sont des missions qui, tôt ou tard, finissent très mal. On n'a qu'à regarder à côté l'auteur des Interahamwe, on n'a qu'à regarder dans l'histoire de l'Allemagne, l'auteur des SS, ils ont fini toujours par les rendre, sans qu'il y ait personne qui puisse les assister. Alors, c'est ce que je conseillerais à ces gens-là de refuser de telles missions. Et qui les conçoivent, je ne connais pas les motivations, mais je suis convaincu qu'ils devraient voir qu'ils sont dans l'erreur et changer de stratégie. C'était le major Bernard Busokoza, ancien vice-président de Pierre Nkurunziza. Page gouvernance à présent, la mesure du ministre de l'Intérieur visant l'annulation de la perception d'une somme de 1000 francs burundais par véhicule de transport en commun avec bagages n'a pas été mise en vigueur. Pourtant, la mesure avait été arrêtée il y a 3 mois. Plus d'un pense que les percepteurs ont une influence supérieure par rapport à celui du dit ministre, n'est-ce pas, Hermès Nivandet? Après 3 mois, la mesure du ministre de l'Intérieur, Pascal Bandaguié, n'a pas encore été mise en application. Une mesure qui contrecarre la perception d'une somme de 1000 francs imposée à chaque véhicule de transport en commun qui emprunte la route nationale numéro 1, RN1, c'est-à-dire Bujumbura-Bugarama. Une des confusions que soulèvent les chauffeurs de ces véhicules de transport en commun qui font le trajet Bujumbura-Bugarama réside sur le fait que les percepteurs de cet argent ne portent aucun signe distinctif. Il y a 10 ans, renchérissent ces chauffeurs que cet argent est collecté sans quittance. Paradoxalement, ceux qui collectent cet argent est versé sur le compte de la mairie de Bujumbura, argument que ces chauffeurs rejettent en bloc. Certains observateurs avisés, quant à eux, font savoir que cet argent est plutôt orienté vers le compte des Imbonerakure, jeunes affiliés au parti au pouvoir, ainsi qu'à celui des anciens combattants du CNDD-FDD sans emploi. D'aucuns s'interrogent ainsi pourquoi la mesure du ministre de l'Intérieur reste inactive jusqu'à présent. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Bandaguié, serait-il complice de l'affaire? Question qui reste en suspens pour les victimes de la mesure. Merci à Hermès Nivandetse pour ce reportage. Une courte pause, puis on aborde la page santé de son magazine. La population burundaise de la plaine de Limbo sera bientôt vaccinée contre l'épidémie de choléra. L'annonce émane du ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi. Tadei Ndikumana indique que la campagne sera possible grâce à l'appui de l'Alliance du vaccin Gavi et l'OMS. Suivez. Nous avons un cumul actuellement de 25 cas en provenance de Busoro dans la mairie de Bujumbura, dans la zone Kanyosha. 10 cas sont provenus de là et 15 cas en provenance de Rugombo. Alors au total, les 25 cas ont été hospitalisés, pris en charge gratuitement. Actuellement, nous avons observé 20 cas guéris, donc sortis indemnes, et 5 cas qui restent en hospitalisation. Et nous avons mis en place des actions concrètes, notamment la pulvérisation, la stérilisation des ménages en provenance de ces patients, la sensibilisation des ménages de la population pour observer les 10 mesures d'hygiène, mais aussi la réouverture du robinet public qui était fermé, parce que nous avons constaté qu'à Kanyosha, comme à Rugombo, il y avait un problème d'eau potable. Et aussi, en plus de la réouverture de ces robinets publics, nous avons procédé à l'approvisionnement en eau potable avec la collaboration de la police et de l'UNICEF, où nous avons installé des bladés dans les zones citées et qui sont à la disposition de la population pour que cette dernière puisse s'approvisionner en eau potable. Mais qu'à cela nous tienne, nous interpellons la population à observer les mesures d'hygiène, mais aussi
aussi à utiliser les latrines à bon escient et à éviter de consommer l'eau des rivières. Et parce que nous avons fait une étude qui a confirmé que les vibrio cholérés se trouvent dans les rivières qui se versent dans la Rusizi et dans le lac Tanganyika. Mais aussi au niveau du lac Tanganyika, il y a des vibrio cholérés. Alors, compte tenu de cette situation, nous avons approché l'OMS et Gavi et Genève pour pouvoir nous procurer les vaccins. Aussi, nous voudrions que la population puisse s'approprier les mesures d'hygiène et la sensibilisation au niveau communautaire et à travers une stratégie d'étendre et de sensibiliser la population sur la stratégie de l'assainissement total pilotée par la communauté elle-même. Et aussi, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir conjuguer les efforts avec le ministère en charge de l'eau, quitte à ce que les robinets qui étaient fermés puissent être ouverts, restent à la disposition de la population. Quant à l'épidémie d'Ebola, le ministre Tadé Ndikumana a tranquillisé la population burundaise. Les services habilités ne ménagent aucun effort pour barrer passage à contre cette épidémie. Écoutez encore une fois Tadé Ndikumana, ministre de la Santé. Autre pathologie qui n'est pas ici dans notre pays, mais qui sévit en RDC, c'est l'épidémie d'Ebola. Le Burundi se prépare à prévenir cette épidémie. Et pour s'y préparer, nous avons déjà commencé à faire le screening depuis que l'épidémie d'Ebola a été déclarée en RDC. Au total, je voudrais informer la population que le ministère de la Santé publique a déjà screené plus de 8 458 234 passagers en provenance des pays frontaliers. Et parmi cela, c'est-à-dire à moyenne 8 000 qui sont screenés à l'entrée dans notre pays. Et nous avons déjà identifié 22 cas suspects qui ont constitué les alertes. Et ces 22 cas suspects d'Ebola ont été diagnostiqués. On a fait le diagnostic. On a trouvé qu'il n'y avait pas, aucun cas d'Ebola n'a été confirmé dans notre pays. Il a été constaté qu'il y avait des rumeurs à travers les réseaux sociaux. Ce sont des cas qui ont été suspects. Alors je voudrais expliquer un suspect c'est quoi. C'est quelqu'un qui entre au Burundi, chez qui on trouve qu'il a une fièvre. Alors comme vous le savez, c'est plusieurs pathologies qui peuvent causer une fièvre, une montée de température, y compris Ebola. Et celui-là, on le prend comme un cas suspect. On fait l'investigation jusqu'au diagnostic. Ça montre que d'autres pays est en train de surveiller, de faire la surveillance comme je voulais montrer. Mais je tranquillise la population parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, notamment la formation des prestataires qui travaillent sur les frontières. Et plus de 962 prestataires ont été formés pour savoir comment se prévenir contre Ebola, mais au cas échéant aussi comment prendre en charge un cas avéré réel d'Ebola. Dans cette même optique, la population des districts frontaliers avec le Rwanda et la République démocratique du Congo sera sensibilisée sur la manière de prévention contre l'épidémie d'Ebola, a déclaré le ministre Tadé Ndikumana. Le directeur de l'école fondamentale Rukaramu en commune Mutimbuzi devrait être puni conformément à la loi pour que d'autres chefs d'établissement corrompus puissent en tirer une leçon. C'est du moins la réaction du professeur d'université libérale Nibashira Kandi, compte tenu de 4 élèves autodidactes qui ne se sont pas retrouvés sur la liste des candidats au concours national de la 9e année. Ces élèves n'ont pas pu payer des pots de vin que leur a exigé le directeur de cette école. Il demande qu'il y ait des enquêtes pour vérifier s'il n'y aurait pas d'autres élèves qui n'ont pas passé l'examen dans de telles circonstances. Suivez le professeur Libéa Nibashirakan. Nous avons appris avec consternation le refus du directeur de l'école fondamentale de Rukaramu 1er, commune Mutimbuzi, d'inscrire 4 élèves autodidactes à l'examen donnant accès au poste fondamental en exigeant un pont de vin en violation de la loi. Nous espérons que ce directeur sera puni de façon exemplaire conformément à la loi. Chaque année, on observe des cas de tricherie, de corruption et d'autres comportements indignes. Cela prouve à suffisance que le pays est géré avec une très grande légèreté dans tous les paliers de l'enseignement, primaire, secondaire et même à l'Université du Burundi. Le cas de ces 4 élèves est un cas isolé. Combien de parents ont payé un pont de vin pour que les enfants puissent être inscrits et passer l'examen? Combien de braves parents ont refusé de payer, dont leurs enfants sont condamnés de ne pas poursuivre leurs études? Il faut une commission d'enquête totalement neutre, composée par des représentants des parents, des syndicats, de la société civile et des confessions religieuses à travers tout le pays pour identifier toutes les victimes de ce crime.
Libera Nibashira Kandi dit que la corruption s'intensifie suite au recrutement par favoritisme. Il demande à tous les Burundais de dénoncer tous les directeurs corrompus et que les élèves qui n'ont pas fait le concours national soient rétablis dans leurs droits. Encore une fois, professeur Libera Nibashira Kandi. Le recrutement des enseignants et des directeurs des écoles doit se faire sur base des compétences et l'intégrité et non sur le simple fait d'être membre du parti au pouvoir. Le ministère de l'Éducation devrait prendre de toute urgence des mesures pour lutter contre la corruption qui est pratiquée par les responsables du ministère. Tous les parents, tous les jeunes, tous les citoyens burundais doivent vaincre la peur et dénoncer tous les cas de corruption. L'État burundais est responsable d'une certaine manière de ces pratiques. Les impôts de toutes sortes exigés aux citoyens dans le désordre le plus total donnent l'occasion aux responsables des établissements d'exiger des pots novants, le directeur et le représentant de l'État dans son établissement. L'État doit donc réparer ce crime, organiser un autre examen et permettre à tous les enfants qui seront identifiés de ne pas avoir été inscrits de poursuivre les études. C'était le professeur Libera Nibashira Kandi. Les réfugiés burundais d'Ikandonduta en République unie de Tanzanie font face à un manque criant du matériel de couchage. Une situation qui affecte surtout les enfants. Ils dorment à même le sol et dans la poussière. Marie-Ange Irakodze nous fait le point. Au Kandonduta, presque tous les enfants dorment à même le sol. Les plus gâtés dorment sur des lits de forte leur confectionnés par leurs parents. Ici, en Nduta, le couchage des enfants est très médiocre. Tous les enfants dorment par terre. Certains parents utilisent des herbes et des tentes pour essayer d'alléger la souffrance de leurs enfants. Mais une grande partie des enfants dorment à même le sol et leurs vêtements leur servent de matelas et de draps. Faute de lit ou de couchage approprié, les enfants se réveillent toujours avec des courbatures. À leur réveil, les enfants sont en pleurs à cause de cette situation inconfortable et pour cause, leurs corps sont tout le temps endoloris. La dernière distribution en couverture date de 4 ans, raison pour laquelle le matériel de couchage est, pour ceux qui en ont encore, en piteux état. Tu ne pourras trouver nulle part dans le camp un ménage qui possède encore une natte qu'il a eu d'IHCR. De celles qui ont été distribuées par cette organisation, il n'en reste que des lambeaux. Contactés à propos, les responsables du HCR en Nduta nous ont signifié que cela dépassait leurs compétences et nous ont plutôt renvoyés aux responsables du HCR à Dar es Salaam. Mais nous n'avons pas pu joindre ces derniers. Place maintenant à l'émission Au cœur de la société, une émission produite en synergie des radios RPA Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, il sera question de la pénurie répétitive de carburant et ses répercussions sur le fonctionnement des différents services. La présentation est assurée par Thierry Vigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une économie de pénurie. C'est la qualification qu'International Crisis Group donnait à l'économie burundaise dans son rapport numéro 264 rendu public le 31 août 2018. Cette pénurie concerne un tas de produits de première nécessité. Mais aujourd'hui, on va parler de la pénurie du carburant. La carence de ce produit perturbe le secteur du transport en commun. Une situation qui affecte beaucoup le rendement d'un pas mal de services jusqu'à devenir parfois une source de conflit entre employés et employeurs. Que faut-il alors pour pallier à cette situation? Voilà en gros le sujet qui va être débattu dans le magazine Au cœur de la société du 15 janvier 2019 où nous aurons comme invité Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. À la présentation, vous êtes avec Thierry Bigilindavi. Soyez les bienvenus.
Les conséquences de la pénurie du carburant sont observables en premier quand il vient le moment de se déplacer. C'est un véritable parcours du combattant pour les habitants de Bujumbura de trouver un moyen de transport. N'est-ce pas, Émile Nibasumba? Il faut être très matinal pour espérer se rendre au travail par bus dans la ville de Bujumbura. Certains se réveillent à 5 heures du matin pour qu'ils soient à l'arrêt bus vers 6 heures. Veuillez nous excuser, chers auditeurs, pour cette rupture de l'émission Au cœur de la société, une rupture indépendante de notre volonté, mais c'est par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce samedi 15 juin 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Cavera pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Génie Nahazoué. Excellent week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.